Voilà, donc bienvenue pour ce 7e webinaire SGANX du SGAN CFDT. Vous pouvez retrouver les précédents sur notre site. Et on accueille ce soir Serge Testevuide qui vient se demander avec nous si une autre PS est possible. Donc Serge il va dérouler sa présentation. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat, hein, bien sûr. Et puis, nous, on va les synthétiser, comme on risque d'être assez nombreux. Et puis, on les transmettra à Serge. Voilà, eh ben, à toi Serge, tu peux te présenter et puis démarrer. Merci, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier Gwenal et Cécile de m'avoir invité, me donner les moyens de pouvoir donner un certain point de vue sur l'éducation physique. Ce point de vue, il est partagé pour partie avec d'autres collègues. La présentation que je vais faire aujourd'hui s'appuiera beaucoup sur des articles que j'ai coécrits avec Thierry Tribala. Tous les deux, on fait partie d'un collectif qui s'appelle le CEDREPS, qui appartient à l'AEPS. Alors, AEPS, ça veut dire l'Association pour l'enseignement de l'EPS, qui réunit tous ceux qui sont intéressés par cet enseignement, profs d'EPS, mais pas que. Et puis le CEDREPS, c'est un collectif qui s'intéresse au renouvellement, le R, de l'éducation physique et qui existe depuis 97 et qui publie depuis les débuts des années 2000 un cahier. On en est au numéro 17. Et depuis une dizaine d'années, j'assure la coordination nationale de ce collectif. Donc aujourd'hui, je parlerai essentiellement en mon nom, hein, donc les propos, je dirais, n'engagent que moi dans la totalité de ce que je vais développer. Par contre, effectivement, il s'appuie sur toute une réflexion collective que l'on a construite depuis quelques années. Voilà pour les petits sigles. Et puis, plus spécifiquement, je suis actuellement depuis 2 ans à la retraite. J'étais enseignant pendant 20 ans à l'UFR Staff, plutôt spécialisé des activités de pleine nature. Et ça m'a valu de participer à pas mal d'écriture de programmes ou de débats autour des programmes en EPS. Donc aujourd'hui, je vais aborder une question, Gwenaëlle l'a présentée. Une autre EPS est-elle possible? Et ma réponse, elle est condensée en sous-titre, c'est-à-dire que oui, on peut essayer de penser un peu autrement l'éducation physique, mais à condition de revenir sur ce qui nous organise, sur beaucoup d'allants de soi hein, qui sont très présents dans notre petit monde de l'éducation physique. Et puis, interroger une relation qui est peu interrogée, c'est la relation du politique et du didactique qui sont souvent déconnectés, dissociés. Il y a d'un côté, on enseigne, et puis de l'autre côté, on se préoccupe des enjeux politiques d'une discipline, et ces deux sphères étant souvent très séparées. Alors, je commencerai ma présentation en essayant de donner un point de vue sur la situation actuelle. Tous ceux et celles qui suivent un peu l'actualité de l'éducation physique voient que assez régulièrement, il y a des prises de position, la toute récente dernière là, de Didier Luninière sur son blog qui posait une question de savoir qu'est-ce que véhiculait comme modèle politique le PS, mais on a vu avant du rallye, Ditch, le syndicat, Centre PS et Société a organisé aussi une confrontation et on sent que le PS est dans un moment assez particulier. Alors, pour le résumer, je dirais que sur le plan didactique, eh bien, on a fait une période que j'ai mis à la louche comme ça, 95-2000, qui a conduit à des formulations de programmes où on avait 20 APS, 5 niveaux dans chaque APS. Donc, c'était en fait un espèce d'encyclopédisme culturel qui était injouable, avec des compétences spécifiques emboîtées. On se retrouvait avec quasiment un bottin à la place d'un programme. Donc, on avait bien du mal à savoir où était l'éducation physique. Et puis, depuis 2008, on a vu une bascule progressivement arriver,
où l'indexation sur le socle commun a fait qu'on est passé sous une forme très descendante, on va du général au particulier. Et les dernières formulations de programme proposent des attendus de fin de cycle ou des attendus de lycée qui rend la situation délicate, pour le dire gentiment, pour les enseignants, pour essayer de savoir ce qu'ils vont enseigner, quoi. Donc on est passé d'une forme très précise à une forme très floue. On a essayé deux logiques et on bute un petit peu aujourd'hui sur l'impasse de ces deux logiques. Sur le plan politique, je dirais que la situation aujourd'hui, on a vu le 2S2C, on a vu le bouger, manger, on voit qu'il y a des enjeux venus d'ailleurs, il y a les Jeux Olympiques qui sont derrière, des enjeux de santé, de sport, de vivre ensemble qui viennent, j'allais dire, se superposer aux enjeux de notre discipline. On demande beaucoup à l'éducation physique. Et puis, dernièrement, la question que posait Didier Delinière, qui posait cette question de quel modèle de société le PS actuel est-elle le reflet. Donc, on pose une question qui est encore plus politique. Donc, ces questions traduisent un certain embarras, un moment où on ne sait plus très bien où la discipline peut aller. Et l'intervention de ce soir, mais aussi plus généralement le travail qu'on effectue au CNREP, c'est d'essayer modestement de proposer une perspective en s'appuyant sur des pratiques professionnelles. C'est un peu, je dirais, la spécificité du CNREM, c'est de travailler dans un aller-retour, dans une théorisation des pratiques, beaucoup. Pour celles et ceux qui connaissent, on parle de formes de pratiques scolaires, donc on s'intéresse beaucoup à comment on met en œuvre, et après, on essaye de théoriser, de modéliser un petit peu ce qu'on fait à partir de présupposés que je vais présenter rapidement ensuite. Alors, il me semble, et là, je partage un propos que Thierry Tribala tient en d'autres lieux quand il intervient, c'est de revenir à l'école et à l'école de la République. C'est-à-dire que l'école est indissociable en France de la République. Et avec derrière cette idée de la formation d'un sujet libre. Et pour ça, je m'appuierai sur deux auteurs de référence. Alors, vous verrez forcément que les points de vue que je développe s'appuient sur certains auteurs. Donc, il y a des partis pris derrière qui sont assez explicites. Par exemple, je prendrai appui sur Catherine Skinsler, qui, dans cette phrase, dit effectivement, les élèves ne sont pas à l'école pour consommer un service ni pour accomplir une formalité administrative, même pas pour acquérir une formation, mais pour se forger leur propre autorité. Donc la question centrale de l'école, c'est la question du sujet libre, ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société où on pose les questions en termes d'efficacité, de la formation, à quel métier ça prépare, à quelle utilité. On voit un utilitarisme très fort peser sur l'école et tenir de telles positions aujourd'hui paraît assez anachronique, assez décalé. Et pourtant, l'école de la République, elle est fondée sur ce point-là. Et on verra les conséquences que ça a pour l'éducation physique. Je reprendrai aussi un autre auteur moins connu sur la question de la laïcité, qui a sorti un ouvrage, c'est Pierre Dharréville, sur la laïcité n'est pas ce que vous croyez. Et là, on voit que la laïcité, contrairement à ce qui se dit actuellement, ce n'est pas uniquement un problème religieux, c'est un problème de pouvoir. Et c'est la formation d'un sujet qui est capable de pouvoir s'émanciper des différents pouvoirs d'influence. Et on verra que dans notre petit monde de l'éducation physique, eh bien, on est au carrefour de beaucoup d'influences. On a évoqué quelques-unes avant autour du sport, des Jeux Olympiques, de la santé. Et laïcité, c'est ça que ça veut dire. C'est être capable de se construire indépendamment et de se mettre à distance des pouvoirs qui vont influer. Et en même temps, c'est ça qui est très intéressant à conserver, ce double volet, et en même temps, de faire dialoguer les points de vue pour se construire un point de vue commun. Donc,
Je rappelle ces éléments-là parce que pour aussi bien Thierry Tribala que pour moi, c'est des éléments constitutifs pour penser la discipline. Il faut repartir de ce qu'est l'école. Donc, ces deux points-là qu'on va retenir essentiellement, se former comme un sujet libre, ça veut dire être capable de s'émanciper. Vous verrez que ce verbe s'émanciper, se mettre à distance, au moins des expressions que je vais utiliser plusieurs fois. Que doit-on étudier en EPS si on se situe dans cette perspective? Donc, alors j'ai rajouté la notion de sujet corps libre pour insister sur le fait que ce n'est pas un sujet éthéré, ce n'est pas un sujet penseur, mais c'est un sujet incarné dans une société. Et si on le décline plus spécifiquement en EPS, eh bien, ça va vouloir dire s'émanciper des déterminismes. Alors évidemment, les premiers déterminismes, ce sont les déterminismes qui sont, je dirais, construits par notre Constitution. Là-dessus, je crois que Alain Berthoz a beaucoup développé toutes ce qu'il a appelé cette simplexité, c'est-à-dire toutes ces boucles neuronales qui permettent effectivement de simplifier les problèmes et qui permettent de réagir dans les cas les plus courants. Et nous, ce qui va nous organiser, c'est d'essayer de s'émanciper de ces déterminismes qui sont inscrits dans le fonctionnement corporel. C'est ce qui nous amènera, nous, CEDREPS, de parler de pas en avant, de pas qui permettent de s'émanciper. Et puis, au-delà de cet aspect simplement biologique, on pourrait dire, il y a tout ce qui pèse, toutes les normes qui pèsent sur le corps, et elles sont nombreuses actuellement, car le corps est un vrai enjeu. Et puis, il n'y a pas que cet aspect-là, il y a l'idée de construire un lien. Et sur cette question du lien, il me semble important de revenir sur une distinction que propose Catherine Skisler en disant qu'il y a, dans un article où elle explique qu'il y a deux façons de construire le lien. Il y a une façon où on dit il y a un déjà là, c'est beaucoup le discours ambiant, il y a une société qui existe, qui fonctionne. Et du coup, l'objectif dans ces cas-là, c'est effectivement de s'adapter à cet environnement. Et on est dans une logique assez gestionnaire de son capital dans ce contexte-là. Je pense que, enfin, je ne développerai pas, mais Barbara Stiegler, qui est une philosophe politique, dans son ouvrage Il faut s'adapter, développe beaucoup cette dimension-là de s'adapter à un nouvel impératif politique. Et on voit bien que là, dans cette logique-là, on ne discute pas du déjà là. Hein. On a trouvé une expression de ça lorsque on a posé, dans le cadre du socle commun, mais aussi de la finalité du collège, le vivre ensemble. Le vivre ensemble étant posé comme un a priori, il faut donc y adhérer. Et à cela, Catherine Skisler oppose le libre, la construction du lien, et non pas le lien comme quelque chose qui existe, des valeurs qui existeraient, auxquelles il faudrait adhérer. Hein. On entend beaucoup de discours sur les valeurs de la République, les valeurs de la France, auxquelles il faut forcément il faut instruire les gens. Là, l'autre proposition, c'est effectivement de construire ce lien. Et on est plutôt sur des sujets qui librement et de manière raisonnée vont débattre collectivement pour construire une perspective, pour construire ce lien. Et c'est plutôt cette option-là que nous, on choisira, bien sûr. Cette interrogation sur l'éducation physique, elle intervient à un moment particulier. Fais attention, je suis en visio. Hein. Dans la... Il faudrait que vous coupiez le micro. Ouais. Elle intervient à un moment particulier, effectivement, où dans l'histoire de l'humanité, on est à un moment très, très spécifique qu'on n'avait pas il y a un siècle. Vigarello l'a très bien expliqué, Isabelle Queval le reprend aussi. On est dans une période fin des années 90, début des années aujourd'hui 2000, où l'homme est dans une situation où il peut intervenir sur lui-même rapidement et de manière efficace, chose qu'il n'était pas du tout en mesure de faire il y a de ça 50 ans.
Alors, le corps était quelque chose qui était plutôt subi. Aujourd'hui, on a des capacités de pouvoir agir dessus de manière importante. Bon, on le voit de manière très forte dans toutes les pratiques dites de remise en forme. Du coup, l'enjeu sur les pratiques physiques va devenir bien plus important. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quel lieu les adultes de demain pourront-ils apprendre cela, cette mesure, je dirais, ou cette compréhension, ou cette approche des possibilités d'intervention sur soi, et d'une manière raisonnable. Et il n'y a que l'école de la République qui peut poser ça comme perspective. Et je dirais en plus que nous, ce qu'on propose, c'est effectivement d'étendre, c'est pour ça qu'on utilise le terme le concept de corporéité qui avait été notamment pas mal développé par Merleau-Ponty pour appréhender toutes les dimensions du corps, de travailler sur cette notion de corporéité. Et moi, j'ai toujours pensé que l'éducation physique était une discipline vraiment très intéressante parce qu'elle est aux interfaces. Alors, j'en ai marqué quelques-uns. Aux interfaces de la pensée et de l'action, du savoir incorporé ou du savoir qui est constitué comme un objet extérieur, du conscient et de l'involontaire, de l'individuel, du social, du symbolique et du réel. On est là où le singulier universel. On pourrait dire que l'éducation physique, c'est aussi tout ce qui fait l'intérêt, par exemple, de la formation en STAPS. On est aux interfaces de problématiques fondamentales dans la manière d'appréhender le vivant. Et c'est en ça que le PS est une discipline unique et qui permet d'être intéressante. Pour cela, deux idées, en fait, qui vont organiser mon propos. La première, c'est se mettre à distance des normes qui pèsent aujourd'hui sur les corps et sur le PS. Et la deuxième, c'est faire confiance et organiser les conditions d'une délibération collective raisonnée. Alors, faire confiance, c'est quelque part se dire que tout à chacun est potentiellement quelqu'un qui peut intervenir dans la vie sociale. La délibération collective comme perspective et non pas ce qu'on a, par exemple, ce que développe très très bien Barbara Stiegler dans son propos, où elle dit actuellement nous sommes dans une société d'experts, c'est-à-dire qu'il y a une délégation de la responsabilité à des experts qui pensent pour nous. Et là, la perspective, elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire de penser, de faire le pari qu'il est possible d'organiser un débat, une délibération collective. Et on pourrait quasiment proposer une finalité, en fait, qui est d'apprendre à arbitrer entre l'usage de soi par soi. Donc, arbitrer, ce n'est pas calculer, j'y reviendrai. Donc, arbitrer, c'est forcément, on se situe sur le terrain des valeurs, entre l'usage de soi par soi, ce que j'ai envie de faire, et aussi l'usage de soi par les autres, c'est-à-dire la pression ou les influences qui peuvent organiser mes choix et mes décisions en s'appuyant sur une délibération collective. C'est une autre manière de formuler l'entrée que l'on choisit pour essayer de penser l'éducation physique. Du coup, cette question des normes, elle est très importante. Alors, on peut dire qu'actuellement en EPS, bon, j'ai pas mis tout, mais c'est vrai, des pas en avant, on a toujours pensé les progrès, la rupture avec les déterminismes, il suffit de revenir sur les travaux déjà de Méran, tout le courant qu'on qualifie de culturaliste, mais en avant cette question de on n'enseigne pas des motricités visuelles. Récemment, notamment, là, vous avez vu que dans l'EPS, la question du genre, elle est venue prendre une place très forte, mais est-ce suffisant? Les normes qui pèsent sur l'EPS, elles sont nombreuses parce qu'en EPS, effectivement, on se retrouve au carrefour de normes de la société, de normes de l'école et de normes du monde du sport. Et ces élèves et les travaux des deux sociologues Charles Sceaux et puis Jean-Michel Faure démontrent bien ce feuilletage de normes et comment, en fonction de l'itinéraire de chacun, ces différentes normes s'emboîtent. Trois grandes normes sur lesquelles je reviendrai, qui me semblent peser sur l'éducation physique, la norme sportive, la norme santéiste et la norme du calcul.
Et pardon, juste pour signaler d'où je parle, hein, je ne citerai pas tous les auteurs qui m'ont servi ou qui m'ont organisé dans ma réflexion, compte tenu des notions que j'avance, et surtout Canguilhem, Bourdieu, Foucault, Vigarello et aussi Alain Supiot sur le calcul. La norme sportive, alors là, je n'ai pas trouvé mieux que ça. C'est-à-dire la phrase de Michel Serres dans un ouvrage récent où il dit « Je suppose que les profs de PS, de gym sont les plus sages professionnels et que pour eux, le sport est le cadet de leurs soucis. » Il nous met en garde contre les normes sportives qui influent et il pense, hein, vous savez tous que Michel Serres rend hommage à ses profs, à son guide de haute montagne et à ses profs de PS. Et il les prend pour des gens les plus intelligents. Il dit même c'est eux qui lui ont appris à penser. Les déclinaisons de ce qui pèse sur l'éducation physique, la compétition comme facteur de progrès, c'est quelque chose qui se discute à peine, hein, et facteur d'épanouissement, l'égalité des chances comme condition du mérite, un rapport à la règle qui est subi, hein. La notion de progrès, d'entraînement, se faire advenir, projet, qui résonne beaucoup avec la notion d'être entrepreneur de soi. L'effort, la contraction, la tension, tous ces éléments-là sont présents dans le sport et ces normes s'appliquent et on ne les discute pas. On peut aller dans le sens que développe Didier Nolinière, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'effectivement, bon nombre de ces normes résonnent de manière assez forte avec les valeurs de la société libérale. La norme du calcul qui pèse trop sur l'éducation physique, alors ça pareil, c'est mon point de vue bien sûr. Je renvoie à une conférence qu'avait donnée il y a 2 ans Mérieux où il avait repris une phrase du manifeste du Parti communiste de Karl Marx et il l'avait décliné en disant que nous, les enseignants, l'éducation, nous périrons dans les eaux glacées du calcul. Ça dit bien la tentation qu'il y a actuellement et les risques inhérents à l'utilisation du calcul, du chiffre, de la mesure pour éduquer. Comment est-on passé de l'éducation à cette mesure? Là, je reprendrai un raisonnement développé par Bernard Charlot, où il explique qu'on a d'abord fait une première réduction, c'est-à-dire qu'on a dit éduquer, c'est apprendre. Donc ça. Et ensuite, on a dit apprendre, comment on fait pour savoir s'il a appris? Bien, on regarde la performance qui est mesurée, hein, c'est tous les tests PISA, c'est tout ce que nous, on mesure d'une manière très forte. Et du coup, on a fini par faire une égalité, c'est-à-dire on s'est dit éduquer égale mesurer une performance. Et à partir de là, bien, c'est le nombre qui devient la loi, qui impose sa loi pour penser l'éducation. Je pense que je n'ai pas besoin de développer pour... on se rend compte assez facilement en regardant ce qui se produit, et avec notre ministre, c'est encore pire, qu'on a un pilotage par les chiffres, un pilotage par les nombres. Du coup, l'homme devient un être de rétroaction, c'est-à-dire qu'on pilote non pas par l'action et par l'intention, mais on pilote par les résultats. Et les sciences cognitives sont venues renforcer cette tendance avec tout ce qui est, toutes les réflexions autour de l'erreur, du pilotage par l'erreur. Bon, en éducation physique, effectivement, ça nous a beaucoup impacté dans la mesure où le monde sportif est déjà un monde de la mesure et la compétence a pris l'accent sur ce que nous on appellera les objets de savoir, les objets d'enseignement. Et je pense que tous les profs de PS, notamment ceux de lycée, voient bien que depuis quasiment tout le temps, au moins depuis qu'on est rentré à l'éducation nationale, le pilotage par l'évaluation par quantitatif est quelque chose de très présent et qui rend délicat et difficile le travail au quotidien. Une des conséquences, c'est aussi l'utilisation numérique. Dernière norme sur laquelle je voudrais revenir, parce que
On en parle beaucoup, ces questions de santé aujourd'hui, et il y a quand même des travaux des sociologues sur ce qu'on appelle la norme santéiste ou la conception santéiste, qui n'est loin d'être neutre, hein. On a l'impression que c'est une belle intention de développer la santé, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations. Si on regarde bien sur cette question de la santé, on est passé d'une conception de la santé où c'était un état corporel à quelque chose qui devient une ressource et quasiment un bien qu'il faut entretenir. Alors, mine de rien, on est passé d'une conception où tout ce qui organise cette conception de la santé, c'est la peur de la maladie, c'est la gestion. Et on sait bien que ce modèle gestionnaire de la santé, c'est un modèle qui est très marqué sociologiquement. C'est quelque chose qui est étranger, notamment pour tous ceux qui ont du mal à voir. Parce que pour être gestionnaire, il faut avoir une certaine stabilité dans le temps. Alors, tous ceux qui ont un avenir instable, eh bien, sont évacués de cette conception. Et ce qui va avec et qui est dangereux, c'est cette responsabilisation. On devient coupable quelque part. Il y a une forme d'intériorisation. Si on est en mauvaise santé, quelque part, c'est notre faute. Et ça dédouane le politique. Or, on sait que cette dimension politique est très importante. On a une stigmatisation et on voit bien nos élèves comment ils intériorisent ce modèle sport-santé. Donc, autour de cette notion de santé, on voit bien qu'il y a des enjeux politiques très importants. Hier soir, j'écoutais une conf sur la notion de sédentarité, par exemple, parce qu'on a des confusions en éducation physique entre inactivité, sédentarité, par exemple. Et les dangers viennent de la sédentarité. Et la sédentarité, l'OMS le dit, c'est 2 heures assis. À partir de 2 heures assis, je suis un sédentaire, ou 7 heures dans une journée. Et du coup, ça ne relève pas des responsabilités de l'éducation physique, mais ça relève des responsabilités de l'organisation du temps et de l'espace des élèves, du temps et du mode de vie. Et on va donner à l'EPS des responsabilités qu'elle ne peut pas assumer. Et puis, cette médicalisation, elle va très loin. Là, je reprendrai un propos développé dans un article du site par Philippe Mérieux, où il parle de la médicalisation en éducation, où effectivement, on est dans une logique où on détecte des écarts à la norme pour proposer des parcours individualisés, prescrire. Et Mérieux nous appelle à la plus grande vigilance par rapport à cette forme de pédagogie. Donc, les hypothèses que je vais développer, en fait, c'est en m'appuyant sur Bernard Chalot, dont j'aime beaucoup la définition d'éduquer. Éduquer, c'est apprendre aux élèves à arbitrer entre le désir et la norme. Donc, le désir, ce que j'ai envie, la norme, c'est plutôt le social. Mais il n'y a pas de réponse définitive et pas de calcul. Pour cela, effectivement, l'EPS, pour apprendre cet arbitrage, va mettre la corporité au centre. Et c'est ce qui va permettre de construire cette émancipation. Bon, je vais avancer un petit peu plus vite, histoire de tenir le temps. L'EPS doit donner les moyens aux élèves d'explorer différentes normes. Donc, par rapport à ce qu'on entend, ou quelquefois on interprète très mal nos propos, il ne s'agit pas d'imposer une norme quelconque en disant on a une meilleure norme que la norme existante, la norme sportive, c'est pas bien. Non, c'est pas ça l'éducation physique. L'éducation physique doit permettre d'explorer différents types de normes de façon à ce que les élèves puissent choisir à un moment, aujourd'hui en tant qu'adolescent et demain en tant qu'adulte, les normes qu'ils souhaitent. Et c'est en ce sens qu'on reprend l'idée de Canguilhem d'être capable de renormalisation, c'est-à-dire construire ses propres normes. Entretenir un rapport pacifié à son corps et au corps des autres, dépasser la motricité usuelle et s'ouvrir à la polyvalence et s'ouvrir à des formes de sensibilité et de motricité différentes.
Si on voulait résumer, on pourrait dire que l'EPS, un peu à la manière de la philosophie, où en philo, on prend son activité cognitive, réflexive pour objet d'étude, là, on prend sa propre activité corporelle comme objet d'étude. À part que c'est un peu plus compliqué, parce que le corps se situe à des interfaces qu'on a vues tout à l'heure, où c'est difficile de... on a vu beaucoup de dialectique, je pense à conscient, inconscient, tout ce qui est social, et construire sa propre norme. Alors, je voudrais maintenant basculer sur un deuxième temps, après avoir posé un peu les bases d'où je parlais et comment je souhaitais, quelles orientations axiologiques donner à cette éducation physique, quelle forme ça pourrait prendre concrètement, enfin le plus concrètement possible. Alors, c'est quoi la corporéité? Alors, là, je reprends un travail où je m'inspire d'un travail de Michel Bernard où, dans le corps, il distingue 3 dimensions, ce qu'il appelait le corps vital, le corps symbolique et le corps social. En fait, la corporéité recouvre ces 3 dimensions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le corps social, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est la dimension de mise à distance aux normes qui pèsent sur le corps. Sur le corps vital, c'est ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire produire et contrôler une motricité non usuelle et polyvalente. Et le corps symbolique, c'est une dimension qui était, moi, dans ma formation et dans mes premières années d'enseignement, on en parlait beaucoup. Hein. On parlait de Bernard Jeu, on parlait de Caillois, on parlait de Michel Bernard, autant d'auteurs qui maintenant ont disparu des parcours de formation et qui mettaient l'accent sur cette dimension anthropologique des pratiques corporelles. Et j'ai extrait 2 éléments qui me semblent essentiels, qui sont des problématiques anthropologiques et qui sont de plein pied dans les pratiques physiques quelles qu'elles soient. C'est la question de la finitude de l'homme, c'est-à-dire le rapport au temps et à la mort, et la question du lien et son contraire, c'est-à-dire la violence. Pour ceux qui veulent, on peut articuler ça avec les différents registres dont parle Bernard Charlot, qui sont repris pour partie par Patrick Rayoux dans le concept de rapport au savoir. Alors, un pratiquant cultivé, capable de renormalisation. Je vais reprendre les 3 points, les 3 corps, en essayant de préciser un petit peu ce que recouvre chacun de ces corps. Donc là, on est plutôt sur le corps social. Être capable de renormaliser, ça veut dire qu'on va essayer de faire vivre aux élèves des oppositions de normes dans les pratiques sociales, dans les pratiques qu'on va proposer à l'école. Le dépassement, l'accomplissement, donc c'est une distinction proposée par Isabelle Queval. On peut être sur le dépassement, c'est-à-dire faire mieux, mais on peut être sur des logiques de maîtrise, pas forcément de recherche de records. S'il y a par exemple Cathy Patinet qui a beaucoup travaillé, qui a produit quelques articles dans notre revue sur le féminin et le masculin, et en croisant les genres, c'est-à-dire vivre du masculin, les gars et les filles vivent du masculin, les gars et les filles vivent du féminin, la concurrence, la coopération, la conformité, la divergence. Alors bien sûr, ça, dans le domaine des pratiques artistiques, on va pouvoir l'explorer. Et la souffrance et le plaisir aussi. Je discute avec encore quelques enseignants qui prennent cette question-là de l'inconfort. Hein. J'aurais pu mettre l'inconfort au lycée, arriver à apprendre aux élèves à tolérer à un moment donné une zone d'inconfort. On va travailler là-dessus, mais on peut aussi travailler sur le plaisir. Donc l'idée, c'est de faire vivre ces oppositions pour qu'ensuite les élèves puissent, dans d'autres cadres, choisir les normes qui leur vont à un moment donné de leur existence. Donc 6 oppositions de normes qui pourraient organiser un programme d'éducation physique. Si on prend la question des imaginaires, là, c'est une réflexion qui s'appuie en fait sur 3 grands auteurs, hein, Michel Bernard, Bernard Jeu, et puis Roger Caillois.
en fait. Et à partir de ces 3 auteurs, qui chacun mettent l'accent, Bernard Jeux sur le monde du sport, Caillois sur tous les jeux, et Michel Bernard sur des dimensions symboliques d'une manière générale, on pourrait imaginer que les différents types d'expériences symboliques s'organisent en 3 mondes, ce que Caillois appelait le monde déréglé, c'est-à-dire dans lequel on construit ses propres règles. Là, je vous renvoie aussi à un article de Thierry Tribala sur le rapport à la règle dans le monde de l'art et dans le monde du sport. De l'autre côté, à l'opposé, tel que l'a construit Caillois, le monde réglé de l'opposition. Et puis, entre les deux, c'est une construction personnelle, bien sûr, on retrouve le monde du vertige et du contrôle, qui s'inspire un peu de Leelings chez Caillois. Alors, on peut préciser dans certains mondes les choses. L'épreuve, c'est l'aventure, au sens de la confrontation aux éléments naturels, le défi. Il y a la performance, ça c'est une distinction que on reprend de Bernard Jeux. La performance passe au sens où on l'entend classiquement. La performance, c'est mon record, c'est c'est le mieux. C'est un petit peu ce que proposent des collègues comme Ghislain Annula et puis Éric Liobé lorsqu'ils parlent d'autoréférence, c'est-à-dire c'est ma propre cible. Quand on propose aux élèves une cible autoréférencée, on est dans une logique de performance. Lorsque par contre on les met en compétition les uns avec les autres, en affrontement, on est sur une logique de compétition. Dans le monde du vertige, on peut distinguer 2 types d'expériences culturelles, tout ce qui va tourner autour du vertige, c'est-à-dire jouer avec la perte du contrôle, de l'équilibre par la vitesse, par exemple tourner beaucoup en les saltos, en gym ou de ce type-là, ou ce que aussi on avait pointé notamment chez Bernard Jeux et à la fois chez une autre manière de jouer avec le contrôle, avec le vertige, c'est tout ce qui va renvoyer aux pratiques de contrôle de soi, c'est-à-dire des pratiques où on cherche à agir sur ses propres systèmes de respiration, de relâchement, de tension, dans une perspective de contrôle. Donc ça renverrait à certaines formes de pratiques qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle des pratiques d'entretien, une terminologie qui ne renvoie pas du tout à une dimension imaginaire. Donc on pourrait dire qu'il serait bien que les élèves passent par ces 3 mondes et ces 6 champs d'expérience culturelle. Alors l'intérêt de cette approche, c'est d'essayer d'y trouver un fondement anthropologique en s'appuyant sur des auteurs qui ont travaillé sur cette question plutôt que d'avoir une approche à partir de caractéristiques externes ou par rapport à des classifications actuelles liées à des effets un petit peu de mode. Et passer par tous ces mondes, c'est une forme de garantie d'expérience, de polyvalence. Pardon. Dernière dimension du corps, de la corporéité, c'est le corps vital. Donc là, on va essayer de se libérer corporellement. Bon, alors j'en ai parlé tout à l'heure, c'est s'émanciper des déterminismes liés aux motricités usuelles. C'est ce que nous, on a appelé les pas en avant. C'est aussi corroboré par toute l'approche que développe sur la motricité que développe Alain Berthoz. Remettre en cause les modèles internes du corps dont il parle pour ouvrir de nouveaux possibles. Alors, moi, j'aime beaucoup cette formule du senti-bouger de Merleau-Ponty, et ça peut se faire qu'à une seule condition, en travaillant effectivement sur cette sensibilité où en même temps je sens et en même temps je bouge. Alors, quelles pourraient être les explorations possibles? Là, j'évoque 6 versants de l'activité qui pourraient être intéressants. L'émotion, et vous avez vu à droite, je mets un petit peu un travail par contraste qui permet effectivement, un peu à la manière des normes, de travailler sur cette notion.
amplifier, diminuer, ajuster, ressentir. Donc, vous voyez que sur les 6 versants, il est possible, sur la coordination et l'équilibre, on peut reprendre les notions de boucle ouverte, couple fermé, synchroniser, dissocier. Sur chacun de ces versants, il est possible de pouvoir faire travailler pour pouvoir remettre en cause ces modèles internes ou remettre en cause cette motricité usuelle. L'EPS n'a pas pour fonction de renforcer des motricités usuelles. Et ça, c'est une conviction qu'on partage très fort au CEDREPS, mais force est de constater que ce n'est pas toujours facile et qu'en enseignant toutes les pratiques, toute la pratique, hein, c'est ce qu'on dit, eh bien, c'est difficile de faire des pas en avant. Alors, comment organiser ces différentes facettes du corps? On a nos 3 dimensions du corps, le corps social, le corps vital, le corps symbolique. Comment les organiser? Il faut choisir un point de départ, bien sûr. Le point de départ va être le point symbolique. 6 champs d'expérience culturelle, 6 versants de l'activité et 6 normes. Voilà. Alors, comment ça peut se mettre en place? Si on résume, on peut faire quelque chose comme ça. Si par exemple, je choisis un champ d'expérience particulier qui est celui de l'épreuve, et la relation motrice, c'est que je me préoccupe d'escalade. Bon, j'ai pris dans mon jardin, bien sûr, l'escalade. Bien, effectivement, on voit que dans ces conditions, on va pouvoir relier avec une dimension de norme que j'ai l'accorder, hein, c'est-à-dire être en relation de manière congruente et vraiment dans un partenariat dans lequel l'engagement est vital, et ce qui converge sur ce que moi j'ai proposé dans un article qui s'appelle une forme de pratique, qui est le moulivage, c'est-à-dire une forme de pratique scolaire dans lequel effectivement il n'y a pas de difficulté de voix, l'accent est mis sur la coopération pour réaliser des protocoles de manip de corps dans l'espace vertical. On peut combiner différemment à partir de la même pratique de la performance, on met l'accent sur la coordination et on est sur plutôt l'accomplissement. Et à ce moment-là, on va être plutôt sur la répétition de blocs, de mouvements dans les voies ou en bloc. Donc on voit qu'à chaque fois, si on choisit un élément de chaque colonne, on peut teinter ou décliner d'une manière spécifique, y compris une même pratique. Alors bien évidemment, en fonction des pratiques choisies, si on choisit le tennis de table ou si on choisit l'escalade, on n'aura pas la même diversité de possibilités. Mais ce qu'on essaie de construire, et c'est en ça que la notion de forme de pratique scolaire a un sens, c'est qu'on essaie d'articuler 3 dimensions du corps et construire une forme de pratique scolaire qui tente d'écarter. Alors on pourrait imaginer effectivement qui tente d'articuler les 3 dimensions au sein d'une même forme de pratique scolaire de l'escalade, du tennis de table, de la natation, enfin peu importe la pratique utilisée. On pourrait envisager effectivement après d'étaler, de mettre des priorités en fonction, par exemple là, j'ai proposé à titre d'illustration que sur le collège, cycle 4, 5e, 4e, 3e, bien, on choisit des dominantes, ce qui laisse la possibilité dans un cadre national de pouvoir décliner ça localement, hein. Et bien sûr, ces dominantes peuvent être articulées avec 2 éléments essentiels. Les périodes critiques de l'évolution des ressources des élèves, hein, et puis les axes forts du projet d'EPS, voire du projet d'établissement. Alors, ça s'exprime en termes de, oui, tout n'y est pas, il y a des dominantes, et puis après, à partir de là, on pourrait envisager effectivement qu'à un cadre local, on définisse et on précise davantage les choses. Un point de vue qu'on développe, c'est que les choix des pratiques et des objets d'enseignement doivent se faire localement à partir effectivement d'illustrations proposées par des documents qui permettraient d'accompagner. Ça, je vais sauter parce que je ne vais pas tenir le temps. Enfin, si, quand même, je vais en parler. Au CEDREPS, actuellement,
quels sont les éléments qui nous permettent de dire que l'on va un peu dans ce sens-là? On réfléchit plutôt objet d'enseignement plutôt que compétences, c'est-à-dire qu'on met un peu plus l'accent sur comment se transforme la motricité, un peu moins l'accent sur le niveau de résultat. On cible des objets d'enseignement sur un aspect très spécifique et particulier de la culture d'une pratique et non pas tout. Il y a la dimension d'accessibilité aux non-sportifs qui nous paraît essentielle. Et puis, peut-être vous avez entendu parler un petit peu de la question de l'autoréférence plutôt que de la compétition. Un exemple de programme, on pourrait écrire les programmes comme ça. Un objectif, on étudie 3 dimensions du corps et on donne des axes ou des directions sur lesquelles on pourrait travailler. Ça pourrait être une forme d'écriture de programme qui pourrait être complètement assez différente, avec l'obligation de travailler dans les 6 champs d'expérience culturelle. Pour cela, il y a un dernier point qui me semble essentiel, c'est la question du prof, de sa formation. Vous avez vu que j'ai mis l'accent sur les normes. Je reprendrai là ce que disait Vigarello, c'est-à-dire qu'un enseignant de PS, il impose ses propres normes quand il enseigne. Et la plupart du temps, il n'y a pas eu de travail de fait sur d'où parlent, quelles sont les normes qui organisent cet enseignant. Et il faudrait que la formation mette à distance l'enseignant de ces normes, mettre à distance au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire pouvoir, il ne s'agit pas de dire les unes sont mauvaises et les autres sont bonnes, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les différentes, de saisir la force de ces normes. Et la plupart du temps, des normes qui l'ont construite, et c'est vrai qu'en STAPS, de ce point de vue-là, j'y ai passé 20 ans, on ne peut pas vraiment dire que les STAPS font ce travail de mise à distance des normes. Pour l'avoir vécu pendant tout ce temps, j'en arrive plutôt à la conclusion qu'il faudrait sortir le PS des STAPS pour faire de l'éducation physique, ou de moins revenir à une formation isolée de cette prégnance du sport. Pour conclure, sur les choses qui me semblent importantes à retenir dans les perspectives que je développe autour de cette question, vous avez compris qu'il fallait revenir à une réflexion politique pour poser des bases de qu'est-ce qu'on va enseigner et donc pouvoir articuler le politique et le didactique. La question des savoirs libres est centrale. L'EPS pourrait organiser sa discipline à partir du concept de corporéité avec le développement que j'ai proposé. 3 mots-clés me semblent ressortir, la sensibilité, la normativité au sens de Canguilhem et la fraternité. Et ceci par une pratique, des pratiques sportives, artistiques et de développement avec un accès à leurs imaginaires. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Waouh! Merci beaucoup à toi. Bon, c'est très dense, hein, très riche, très dense. C'est d'ailleurs ce qu'on vit à chaque fois qu'on fait un webinaire. Là, en fait, on met à l'eau à la bouche et puis on est souvent très frustré parce qu'on aimerait ensuite en parler des heures. Moi, en tant que novice, je dois dire que là, j'aurais pas mal de choses à creuser, notamment là, les 3 corps. Si vous avez des questions, allez-y dans le chat, on va les reprendre tranquillement. Peut-être toi aussi, tu pourras revenir sur des choses que tu as passées Oui, bien sûr. un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent ou est-ce que moi j'en pose une ou est-ce que Cécile, tu as quelque chose qui te vient ou... Parce que moi j'en ai plein, hein, mais par exemple, moi j'en ai une qui est qu'est-ce que là on pense beaucoup du coup à de la pluridisciplinarité, de la transdisciplinarité, puisque la place du corps, ça va pas être que en EPS, mais du coup comment est-ce que tu as réfléchi à cette question de dialogue justement
avec les autres, j'allais dire disciplines, mais même enseignants, est-ce que ça a un sens du coup là-dedans? Mais quand tu parles de sédentarité, 2 heures assis, ça arrive quand même très souvent là, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pompes en cours de français, on fait des. Enfin bon, je le fais en caricatural parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais. Non, à ce stade, j'ai pas vraiment réfléchi l'articulation avec d'autres disciplines. Mes préoccupations, elles sont plutôt pour essayer de proposer une perspective à notre discipline. On a toujours des finalités autour de la culture, de la santé, une motricité polyvalente. On a des espèces de finalités qui sont très lointaines et qui sont, sauf si on rentrait vraiment dans les débats, peu discutés. Et puis après, il y a un concret des pratiques. Et entre les deux, c'est ce que Ebra a rappelé le maillon manquant, quoi, qu'on essaye de combler. Et la réflexion que j'ai avec les collègues du CEDREP, c'est essayer de combler un petit peu. Et c'est vrai que cette notion de corporité qui paraît un peu abstraite vue comme ça, si on la décline comme je la propose, avec 3 corps, dans chaque corps vivre certaines, les décliner en proposant des 6 registres de normes, 6 versants. Voilà, on voit que il est possible de créer une espèce de maillage entre des intentions et des formes de pratiques scolaires, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, prendre et faire du copier-coller, même aménager simplement du volleyball, on ne fait plus en 6-6, on le fait en 4-4, où on aménage des règles. Dans les sports, on voit bien que là, il faut, si on veut articuler ces 3 dimensions, créer ce que nous, on appelle des formes de pratique scolaire, c'est-à-dire des formes originales, un peu à la manière euh, que font les enseignants dans d'autres disciplines. C'est-à-dire que les enseignants dans d'autres disciplines, ils ont aussi, je pourrais donner par exemple une autre discipline qui est celle-ci, il faut que je le mette en. Vous voyez, ça c'est le programme de technologie. Alors j'ai pris la technologie parce que effectivement c'est une discipline un peu comme nous qui est à la fois dans le technique, à la fois dans le faire et à la fois dans le penser, si vous voulez, pour caricaturer. Et là j'ai pris le programme de techno du cycle 4 et on voit que le programme il est formé de cette manière-là, l'appropriation par tous les élèves. Donc il y a une finalité, hein, voilà, responsable de l'enjeu des technologies. Nous, on pourrait remplacer les usages du corps. Hein, voilà. Comment on fait pour qu'effectivement les élèves soient des acteurs éclairés pour s'engager dans différents usages du corps. Donc on pourrait presque paraphraser la finalité du. Et ici, vous voyez comment est organisé le programme. Il y a 3 dimensions à étudier. Voilà, des objets techniques, ingénierie. On peut très bien faire le parallèle avec ça, 3 dimensions à utiliser, à étudier. Après, les collègues ont des thématiques qui leur semblent, qui sont proposées dans les programmes, qui semblent pertinentes à ce niveau-là d'études au collège. Et après, on voit que les collègues ont la liberté de choisir les supports utilisés. Nous, nos supports, c'est les APSA ou les PPSAD, on appelle ça les APSA. C'est des supports, donc on les aménage, on les bricole pour effectivement être au service de ça. Actuellement, force est de constater que le PS n'est pas du tout organisé de cette manière-là par rapport, si on compare aux autres disciplines. Et donc l'effort que j'ai fait avec Thierry, c'est d'essayer de penser autrement. On pourrait faire un très beau parallèle aussi avec un programme de philo, hein, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, ce qui est étudié, c'est pas mon activité de sujet pensant, mais c'est mon activité corporelle. Mais c'est pareil, je veux dire, les élèves n'étudient pas tout Hegel ou tout Marx, ils ont des thèmes sur lesquels, effectivement, après, les enseignants vont chercher des supports. Et c'est vrai que nous,
historiquement, on a toujours pensé en classification d'APS, en progression dans les APS. Et le propos qu'on développe, c'est de dire que peut-être on pourrait imaginer autrement. Voilà. Ça répond pas complètement à ce que tu disais dans la comparaison aux autres pratiques, aux autres disciplines, mais c'est un petit peu ça, quoi. Tout en gardant notre spécificité. Il y avait une autre question qui rejoignait un peu aussi mon interrogation, hein, la question, c'est la relation problématique en fait entre l'évaluation scolaire qui aujourd'hui est fortement imprégnée de normes et de classements. On est dans une école qui est là pour trier finalement et avec des échéances et des programmes par rapport à des examens. Et puis cette ambition d'un corps émancipé des normes sociales que l'on a décrites. C'est-à-dire que là encore, comment on se situe par rapport aux autres disciplines, mais c'est aussi la question, même en EPS, comment mener à bien ce projet finalement dans une école qui ne cache pas une entrée normée qui est très forte. Du coup, c'est vrai que ça invite à ça. La question est complétée. Ouais, comment composer On peut, ouais, ça sera effectivement, il ne s'agit pas de dire on va plus évaluer. Alors récemment, j'ai trouvé une nuance de la part d'un didacticien qui s'appelle Gérard Sansevi, qui propose la distinction entre évaluation et évaluation. Donc, il dit la question de donner une valeur au travail, à ce que font les élèves pour leur permettre de pouvoir apprendre, ça, c'est indiscutable. Après, une autre question est de la mettre sur une échelle de valeur, notamment une échelle de valeur de type numérique. Mais pour revenir à ce que tu disais dans les histoires de normes, tout n'est pas, notamment au travers du corps, tout n'est pas mesurable, tout n'est pas chiffrable. Et dans les pratiques physiques, il y a des choses qui relèvent du sensible, qui ne peuvent être décrites, appréhendées que d'une manière qualitative. Et c'est ça qui en fait la richesse. C'est de voir que dans ces pratiques physiques, on peut faire du qualitatif et on peut faire du quantitatif. Là, actuellement, effectivement, on a tout un système qui pousse très fort au quantitatif. Moi, je dirais, on a deux réponses. On a effectivement une réponse dans la salle de cours, dans le gymnase, qui essayait de travailler sur ces deux versants. Et puis après, on a une réponse, je dirais, plus institutionnelle, qui est essayée aussi, comme les collègues le font. Hein. C'est d'une certaine manière résister. Hein. Si on se souvient des années 80 à 90, les collègues impliqués dans le plein air, comme dans lequel j'étais, ou dans les activités artistiques, étaient très, très résistants à des formes d'évaluation quantitative. Et, mais c'est vrai que... Ça rejoint un peu notre question qui est finalement comment se naviguer entre cet autre PS et les demandes officielles aujourd'hui, comme tu l'as décrit, avec une norme sportive très forte. Et est-ce que ça peut être validé par nos inspecteurs d'aller vers ça? Après, ce que je disais aussi, c'est que l'école en elle-même est porteuse de normes. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu. Il faut bien commencer par un bout. Mais on s'inscrit dans un système qui, lui aussi, va influer sur ce qu'on porte, quoi. Oui, mais c'est dialectique cette histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un système qui est surplombant et dont on n'aurait qu'à s'adapter. C'est aussi un système dans lequel, quand les collègues de Marseille qui travaillent autour de cette idée d'être champion de soi-même proposent de l'autoréférence dans le CA1, quand les collègues réfléchissent à des formes d'évaluation par cible, on est là sur des formes de pratique où on n'est pas que dans la mesure et la hiérarchisation, quoi, la comparaison. Vu que, y compris, bon, c'est sûr, le système scolaire est un système sélectif, mais dans le cadre du gymnase ou de la piste d'athlée, je pense à Ghislain Hanula, il crée des conditions où effectivement c'est davantage
l'autoréférence massive qui est mise en avant plutôt que la compétition. Donc, on a quand même quelques marges de manœuvre pour pouvoir travailler. C'est pareil, sur la concurrence et la coopération, on a quand même des possibilités de mettre en forme, on voit bien que la notion de forme de pratique scolaire, on voit beaucoup de formes assez innovantes de pratiques scolaires qui prennent des largesses. On n'est pas dans un système où c'est du copier-coller du sport, où c'est du copier-coller d'un système scolaire qui serait que classant, quoi. On vit dans ce contexte, certes, mais on peut imaginer des formes de pratiques scolaires qui, d'une certaine manière, permettent ça, d'accéder à ces différentes formes. Moi, quand j'ai proposé Mounivache, on a arrêté de comparer les élèves par rapport à la difficulté de la voix et on les a comparés si on veut, on a organisé un apprentissage par rapport à d'autres sources. Et c'est sûr que ce n'est pas l'évaluation bac, mais ces formes de pratique, elles sont innovantes et elles font bouger des choses et peut-être qu'au fur et à mesure, elles feront bouger davantage les textes. Hein. Et finalement, on peut aussi peut-être noter le dépassement de soi plutôt que le dépassement des autres aussi. Complètement, oui, oui, tout à fait. Là, les évaluations qui sont faites, elles sont faites. Donc là, ça renvoie les collègues qui travaillent sur ces formes de pratique dans lesquelles effectivement la cible, elle est individualisée, eh bien, proposent autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font que ça. Ils font aussi des temps où, dans d'autres pratiques, ou des fois dans la même pratique, ils peuvent proposer des temps davantage où on est en affrontement aux autres et donc du coup on est dans la comparaison. Le jeu qui est intéressant, c'est de ne pas dire ça c'est mauvais, ça c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est de faire vivre des normes différentes. C'est ça qui est pas que du masculin, pas que du féminin, pas que de la compète ou de la concurrence, mais aussi de la coopération. Voilà, et pas de la coopération uniquement sport-co, quoi. Voilà, de la coopération où c'est ça qui est intéressant, c'est ce jeu sur les contraires qui est formateur. Si on reprend par exemple l'article de Cathy Patinet sur les arts du cirque où elle disait, elle imposait aux gars de vivre des rôles connotés féminins et à l'inverse, les filles de vivre des rôles d'exploit. Elle crée des stratégies pour faire ça. De la même manière, en sport collectif, on voit bien que les collègues du CEDREPS développent toutes les formes de stratégies pour l'obligation de changer les rôles, de passer par tous les rôles. C'est quelque chose qui s'est inscrit d'une manière très forte, de façon à ce que ce ne soit pas toujours le même tireur qui soit en place. Les constructions, enfin, les formes de pratique qui ont été proposées par les collègues, qui sont souvent avec des petits nombres, sont organisées par cette volonté de vouloir jouer sur différents registres de normes. Il ne s'agit pas d'imposer une meilleure, quelque chose qu'on considérerait comme bien. C'est pas ça l'école de la République. L'école de la République, elle ne dit pas ce qui sera mieux demain pour tout le monde. C'est pas à nous de le dire, mais c'est à nous de dire, de former les élèves pour qu'effectivement ils aient cette possibilité d'avoir vu des points de vue différents. C'est ce qu'on voit en philo, c'est ce qu'on voit dans toutes les disciplines. À partir du moment où effectivement c'est fondé sur un raisonnement, sur des données et que ça tient un peu la route, quoi. J'avais éventuellement une autre question sur un peu plus sur après le modèle que vous essayez de développer. C'est le lien un peu avec la notion de compétence, parce que tu disais enfin, on est beaucoup sur le quantitatif, mais est-ce que la compétence, ce n'était pas une volonté au début, en tout cas, d'aller sur un autre versant? Et du coup, quel lien aujourd'hui avec comment vous déclinez les objets d'enseignement quand tu dis l'objet d'enseignement plutôt que la compétence? Est-ce que tu peux peut-être donner quelques éléments? Oui.
Alors, effectivement, la compétence est arrivée dans le système scolaire. Bon, on ne va pas discuter des fondements politiques qui sont derrière, mais ce qui était intéressant dans l'idée de compétence, c'est l'idée d'intégration de différentes connaissances. On articule face à une situation qu'aujourd'hui beaucoup qualifient de complexe, voire un petit peu nouvelle, et dans lesquelles on arrive à produire un certain résultat. C'est ça qui était innovant, c'est-à-dire que par rapport à des approches assez analytiques ou autres, la compétence se posait un petit peu en rupture parce qu'elle posait la question effectivement de l'intégration, de l'articulation des différents savoirs. On n'était pas dans j'apprends le service, après le coup droit d'attaque, après le smash, et puis après je mets tout l'un avec l'autre. On était dans des situations connues, on était sur cette idée d'intégration et de complexité nouveauté. Mais la compétence, quand même, du point de vue de ce qu'elle est, on est toujours compétent dans un contexte pour produire un certain résultat. Et d'une certaine manière, la compétence met l'accent sur l'efficacité, sur le résultat. Et en EPS, en mettant des compétences qui étaient très larges, il suffit de voir le libellé des compétences spécifiques, que ce soit à partir des programmes de 96 ou même après jusqu'en 2008. En fait, il y avait tout dans la compétence. Et du coup, on avait du mal à voir qu'est-ce qui s'était transformé chez les élèves. Et on s'est focalisé sur le résultat. Nous, aujourd'hui, on remet un peu ça en cause en disant, ou alors il faut reprendre l'expression de Jean-Luc Ubaldi qui dit qu'il faut qu'il y ait une compétence qui soit saturée d'objets d'enseignement. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur l'objet d'enseignement. C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, si je prends un exemple dans mes domaines, si je prends l'escalade, parce que c'est assez clair là-dessus, si mon objet d'enseignement, c'est venir sur l'avant, si je prends une entrée motricité, que je choisis que l'escalade, c'est plutôt se débrouiller dans le monde vertical et progresser dans le monde vertical en développant une motricité spécifique. Le premier pas en avant consiste à venir sur les avants des pieds, s'équilibrer sur l'avant des pieds pour être plus mobile. Voilà. Mais ça, je peux le faire dans des voies de différentes difficultés. Si vous mettez l'accent sur la difficulté de la voix pour apprécier ce que fait l'élève, on tire la compétence vers la performance. On regarde moins comment il s'y prend, on regarde plus le niveau de la voix. Par contre, si on regarde plus comment il s'équilibre, comment il est mobile sur les prises, même s'il est dans un niveau de voix inférieur, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est la transformation de l'ensemble de la motricité du grimpeur. Peu importe que ça se fasse dans du 4C ou dans du 5A ou dans du 5B. Donc, nous, on tire vers identifier quelle est la nature de ce qu'on appelle le ciblage ou le pas en avant, c'est-à-dire la transformation motrice, et c'est ça sur lequel il faut se centrer, plutôt que sur le résultat. Alors bon, c'est vrai qu'en escalade, ça prend des formes caricaturales parce que en fait, on s'intéresse au niveau de la voix, quoi. Mais dans beaucoup d'autres pratiques, c'est ça aussi. Et du coup, aujourd'hui, on regarde plutôt l'objet d'enseignement, c'est-à-dire on a une préoccupation à essayer de préciser quel est le pas en avant. Alors, comme il est ciblé, ben forcément, c'est un pas en avant. On n'enseigne plus tout ce qu'il faut. Hein. Par exemple, en escalade, moi, je m'en fous de ce qui se passe en haut avec les mains, l'équilibre, voilà, la coordination, tout ça, je mets de côté. On cible un petit peu comme Jean-Luc Ubaldi dit, voilà, moi, la respiration, au départ, je m'en fous, quoi. Je ne mets pas ça comme étant le ciblage. Le ciblage, il est sur, effectivement, donner de la vitesse avec les bras. On a des choix didactiques qui sont faits. Après, bon, à quelle vitesse il va, c'est une autre histoire. Mais ce qui nous intéresse, c'est la nature de la transformation. Donc, la compétence a été un progrès à un moment donné, je dirais, pour passer de l'analytique à de l'intégration. Et aujourd'hui, il faut qu'on passe du résultat à quelle est la petite partie de
la conduite motrice de l'élève qu'on veut modifier, parce qu'on ne pourra pas tout modifier. Ouais, on a des questions qui font écho, hein, pardon, mais qui renvoient à la dimension plus large, un peu comment, à partir peut-être de tout ce qu'on se dit là, hein, rendre nos disciplines intelligibles, clairement identifiées par tous, parce qu'effectivement, beaucoup d'enseignants hein, disent qu'ils ont l'impression que personne ne sait plus ce qu'est le PS et qu'il y a une notion un sentiment de fragilité, comme tu l'évoquais avec les deux S2C, etc., avec une notion de concurrence entre les acteurs. Mais ce que tu évoques pourrait répondre à ça, mais comment passer par, comment le formaliser, c'est des questions un petit peu qui reviennent hein, chez beaucoup de collègues, comment se rendre intelligible en fait dans ce paysage. Je sais pas, pour moi, je veux dire, si on prend ce schéma-là, je vois pas où est la confusion, où est le côté inintelligible. C'est pas plus inintelligible que le programme de techno que je vous ai mis tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à préciser quel est l'objet de l'éducation physique, à part de dire on met des grandes finalités, donc là, bon, on voit vaguement, puis après, on fait des pratiques physiques qui ressemblent. Là, si on demande à un enseignant qu'est-ce que vous faites, eh bien, il va dire je travaille sur ces 3 volets-là, quoi. Et évidemment, je prends l'escalade, mais comme un prof de français pourrait prendre tel auteur ou tel extrait ou tel autre auteur, quoi. Ouais, c'est juste le support, quoi. Mais oui, je veux dire, Thierry Tribalet le disait très bien, je veux dire, on ne fait pas du Zola niveau 1, Zola niveau 2, Zola niveau 3, on ne fait pas du... Ah ouais, c'est bien. Ouais. Je veux dire, nous, on a réfléchi longtemps et on continue à être organisé par cette idée de progressivité dans les pratiques. Il faut qu'il fasse le niveau 1 tennis de table, puis après, il faut un autre objet, après, il faut qu'il change de niveau. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre qui change de niveau? C'est pas l'objet. L'objet, c'est effectivement de travailler sur une dimension particulière. Et c'est vrai que cette question de la progressivité, c'est aussi quelque chose qui nous a construit en tant qu'enseignants, parce on a tous été moulinés au modèle sportif. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, la compétition, c'est le moteur du progrès. On ne peut pas penser sans progrès. Et donc, si on a le niveau 1, on a le niveau 2. Non, pourquoi on ne ferait pas l'escalade, c'est ça, le tennis de table, on travaille cet aspect-là dans le tennis de table. Alors, nous, modestement, actuellement, on dit, il y a peut-être des objets d'enseignement quand même qui sont plus collège compte tenu du niveau de développement et de maturation au collège et j'allais dire des mobiles et des dimensions sociales et des enjeux spécifiques à l'adolescent, à cette partie de l'adolescence. Au lycée, il y a peut-être d'autres enjeux. Mais c'est la réalité. On a des débutants au lycée, on a des débutants au collège. On voit bien, tout le monde voit bien que de toute façon, les niveaux, ça ne tient pas la route 2 minutes, quoi, parce que les gamins, ils ont oublié. Si vous mettez 4 ans entre deux cycles d'escalade ou de tennis de table ou de ce que vous voulez, de toute façon, vous ne pouvez pas penser la progressivité. Par contre, si on dit on a des objets d'enseignement spécifiques, par exemple, là, dans le cas présent, je vais travailler plutôt sur performance, coordination, avec du travail de bloc au collège, et puis peut-être que au lycée, compte tenu, parce qu'on l'a fait avec du lycée, compte tenu de là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait avec un collègue, c'est le collègue qui l'a fait en lycée professionnel, compte tenu des changements corporels. Au lycée, on a des différences de poids et de gabarit qui sont énormes, donc faire grimper des élèves dans des dévers ou dans des voies difficiles, ça ne sert à rien. Et c'est peut-être intéressant de travailler sur la relation de coopération. Et donc, du coup, on fait de l'escalade, mais un petit peu différemment, plutôt centré sur réaliser des protocoles, se concentrer. Par exemple, c'est ce qui se passe, comme ils sont obligés de faire des protocoles assez précis de manip de cordes, il faut qu'ils soient capables de se concentrer, il faut qu'ils soient rigoureux, mais peut-être qu'on peut penser que ça, c'est un objet d'enseignement qui serait accessible en collège aussi.
Alors, on peut le faire avec des collégiens, ce n'est pas le problème. Mais peut-être qu'il est plus intéressant en lycée. Il faut que tous les objets d'enseignement soient accessibles. Mais après, on se pose la question de savoir quel est l'enjeu de formation au regard des caractéristiques des élèves, d'une manière générale, collège ou lycée, et des enjeux de formation. Le collège, c'est le tronc commun. Le lycée, c'est la construction d'un parcours particulier. Donc, il y a des enjeux très différents, quoi. Et effectivement, ça bouscule un petit peu parce que ça rompt avec toutes les logiques qui nous ont construites historiquement. Mais on voit bien aujourd'hui l'impasse dans laquelle on est, quoi. 2008, c'était tous les niveaux. On avait 5 niveaux. Il fallait absolument que les élèves, ils arrivent au collège, ils fassent du niveau 3 alors que de toute façon, ils avaient le niveau 1 ou 1+. Et puis, aujourd'hui, on n'a plus rien, quoi. On a des rôles sociaux, du méthodo, des choses larges, et puis du point de la motricité, et on ne sait pas où aller, quoi. Et c'est chaque enseignant qui doit, dans son équipe, essayer de faire au mieux avec ça, quoi. Donc, il y a une question d'Arnaud aussi qui demande qui dit est-ce que cela suppose que le support utilisé, comme là l'escalade, peut du coup être limité à ce que les enseignants d'EPS sont les plus à même ou efficaces d'enseigner. Et donc, in fine, sortir totalement du paradigme d'une EPS riche et diversifiée, qui sont des termes souvent employés pour exprimer de nombreuses APSA. C'est-à-dire qu'on cantonnerait. Est-ce que finalement, il ne faut pas aussi se limiter, entre guillemets, à ce que soi-même on maîtrise, hein. J'imagine que c'est ça la question derrière. Il y a deux questions. Il y a effectivement qu'est-ce que maîtrise l'enseignant comme pratique, comme activité, s'il est peu ou pas compétent dans l'activité. Ça, c'est une chose. Et puis, dans ta question. Et l'autre chose, c'est peut-être ce que j'ai mal compris, avec une même activité ou avec 2-3 activités, on pourrait tout couvrir, quoi. C'est ça. C'est deux choses différentes. Là, vu la diversité des champs d'expérience corporelle, il faut aller dans ce que j'appelais les trois mondes, quoi. Il faut aller dans des pratiques effectivement artistiques, c'est pas les mêmes. Donc, il y a une certaine polyvalence ici. Après, la question de la formation des enseignants, là, c'est pareil. Si on forme, nous, on le voit bien au CEDREF, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de dire, si je dis en escalade, le but du jeu, c'est d'amener les élèves du niveau 4B au niveau 5B, 5C. Je te dis rien, tu sais pas ce qu'il faut faire, comment il faut les faire progresser. Tu fais tout. Et en plus, si jamais il faut grimper en tête, alors là, c'est encore pire. Il y a tout là. Nous, ce qu'on dit, c'est venir sur l'avant des pieds. Par exemple, si je choisis ça en minette, donc du coup, on serre énormément les choses. Et puis, on dit, voilà, il y a peut-être ça, il va peut-être y avoir dans chaque APSA 2-3 objets d'enseignement pour toute la scolarité. Et du coup, on n'a plus forcément besoin d'un enseignant qui soit un grimpeur confirmé, ou qui soit un athlète confirmé, ou qui soit un sport co. Aujourd'hui, on est dans une situation, effectivement, où on enseigne tout dans les APSA. Mais si on arrive à cibler, hein, c'est notre mot qu'on répète à longueur d'intervention, si on cible, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus opérationnel pour l'enseignant parce qu'il sait ce qu'il va faire apprendre aux élèves, quoi. Il va arrêter de tout lui faire apprendre. Voilà. Et il va cette représentation de richesse par la variété des APSA, mais du coup, là, la richesse, elle serait là, mais par la richesse des champs d'expérience croisés avec ce que tu montres sur ce schéma, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne s'interroge même pas forcément déjà au type d'expérience qu'on leur fait vivre sur une APSA. Déjà, ça serait déjà peut-être un début dans chaque équipe de dire, bah tiens, toi, comme mon programme volet, toi, c'est quoi, quel type d'expérience tu vas c'est quoi que tu vises? Parce qu'on s'apercevrait déjà qu'on est sans doute sur des représentations nous-mêmes pour questionner nos normes, etc. Je pense que ça demande, comme tu dis, ça demanderait déjà un travail sur
de savoir, nous, qu'est-ce qu'on enseigne, parce qu'on enseigne à la fois tout et rien, mais porté par les normes qu'on véhicule et par nos propres perceptions de nos formations, nos propres vécus. Et je trouve que ça serait déjà une entrée super intéressante, quoi. De se Et dire, Audrey a l'air de dire que c'est très peu fait actuellement au sein des équipes, enfin que c'est ou mal fait, je sais pas, de croiser ça entre vous. Savoir, tiens, toi tu cherches à viser quoi, toi aussi. c'est vrai qu'on en reste, on se fie aux compétences, etc. Mais il n'y a pas de manière explicite et avec une même compétence qui sont très larges aujourd'hui. Effectivement, on peut viser on peut faire traverser des champs d'expérience très divers. Donc, c'est effectivement, je pense, une première réflexion qui serait très intéressante, quoi. Les compétences, elles ne disent pas ce que l'élève doit apprendre. Elles disent ce qu'il doit faire. C'est le produit qu'il doit... Et les conditions, voilà. Mais ils ne disent pas ce sur quoi il faut se centrer. Et les compétences, elles enseignent, c'est ce qu'on dit nous au CEDREP, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'enseigner toute l'APSA, quoi. Il faut arrêter, il faut faire des choix. Alors ça, c'est difficile. Et ça ne peut relever que d'un travail d'expert qui propose plusieurs solutions en disant il n'y a pas que ça, mais il y a plusieurs choix possibles. Et après, c'est aux équipes de choisir. Mais actuellement, on est dans un vide institutionnel où l'institution a dit c'est open bar, faites ce que vous voulez. Et donc, c'est aux profs de faire un travail que les experts mettent des années à faire. Moi, en escalade, je suis arrivé, en présentation, en utilisateur, on y est arrivé. Mais après des années de travail, et c'est impossible de demander aux collègues de faire ce type de travail. Ils ont d'autres préoccupations, ils font leur travail, ce n'est pas celui-ci. Et par contre, de mon point de vue, l'institution doit faire un effort sur ce ciblage et d'arrêter de dire les attendus, les AFC 1 ou les AFL 1, c'est quand même... c'est le summum, quoi. Il y a tout, quoi. En fait, c'est le but du sport co, c'est le but des pratiques de pleine nature. Une fois que tu as ça, tu as tout, puis tu n'as rien, quoi. Ça n'aide pas du tout les enseignants à savoir qu'est-ce qu'ils vont enseigner. Et alors, puisqu'on est quand même un syndicat ici, là, est-ce que tu peux creuser un peu l'histoire de sortir le PS des STAPS pour faire de l'éducation physique? J'ai bien noté que tu as dit ça. Comment on fait ça et ça donne quoi derrière? Alors, on ouvre quoi comme... Je sais pas, non, ça voudrait dire que par exemple, à partir de L1, les gens qui ont comme projet d'être prof d'éducation physique, ils arrêtent de faire du sport en STAPS, quoi, parce que si tu regardes la formation en STAPS, en L1, ils font du sport, bon. En L2, ils continuent à faire du sport parce que c'est quand même un tronc commun en L1 en L2, ils choisissent une petite dominante, et à partir de L3, ils commencent la formation dans les UFR a vraiment décliné spécifiquement par rapport aux enjeux professionnels. Mais les gamins qui rentrent en STAPS, ils sont tous plus ou moins sportifs. Ils rentrent, on leur demande de faire du sport et après on leur dit bon, alors maintenant vous allez faire des formes de pratique scolaire parce que vous voyez bien que faire du sport, enfin nous c'est la conviction que l'on partage avec beaucoup, c'est-à-dire que si tu mets les élèves dans une situation de sport, même un peu aménagée, on met les élèves en échec, sauf ceux qui ont déjà fait du sport ailleurs, donc ça n'a aucun intérêt. Et du coup, c'est impossible parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Il faudrait qu'en STAPS, les étudiants vivent des formes de pratique scolaire. C'est-à-dire que, par exemple, en tennis de table, parce que c'est assez facile à comprendre, nous, on est plusieurs à avoir développé une forme de pratique scolaire qui s'appelle le tout en coup droit. Donc, comme son nom l'indique, on ne joue qu'en coup droit, on laisse tomber le revers et on joue plutôt à plat sans les effets. Donc, on voit que par rapport à toute la richesse du tennis de table, eh bien, on a complètement réduit. Mais si l'élève, dans le stapsien, pour lui, le tennis de table, c'est faire des effets, c'est jouer avec le coup droit, le revers. Si on joue avec le vrai règlement, avec des séries des 7 à 11 points, évidemment, il va reproduire cette forme-là. Et il faudrait le former en utilisant des formes de pratique scolaire. Et ça, ça serait une révolution, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait isoler un parcours pour qu'effectivement, très tôt, les étudiants, au lieu de vivre du sport,
Ils vivent des formes de pratique scolaire. Et puis, si tu pousses le bouchon jusqu'au bout, il faudrait arrêter de proposer des options sport au CAPES, quoi. Ah ouais. Fabien dit que les FSP sont justement possibles maintenant dans les programmes. Tout à fait. Les programmes nouveaux sont tellement larges que maintenant, nous, CEDREPS, on est très contents parce que autant avant, on ne pouvait pas, par exemple, proposer un tout en coup droit au bac. C'était impossible. Aujourd'hui, une forme de tout en coup droit, comme j'ai développé, qui est un seul revers par mise en jeu, est très possible si les collègues ont le courage et si les IPR donnent leur aval, ce qui est une autre histoire. Voilà. Mais c'est vrai que dans les textes, aujourd'hui, les collègues dans leur établissement scolaire peuvent très bien mettre des formes de pratique scolaire au sens où on l'entend, comme organisateurs forts de leur programmation. C'est un peu ce qu'on a, nous aussi, porté là, sur les derniers textes dans les négociations, enfin, en tout cas, les discussions qu'il y a eu par rapport à ça. On a soutenu aussi ce côté-là de pouvoir travailler en équipe sur ces formes de pratique, quoi. Mais quand même, le seul problème, c'est que nous, au CEDREPS, à moins qu'on soit tous idiots, si tu veux, on met en général 3-4 ans avant de caler une forme de pratique scolaire, en travaillant dessus, en échangeant, en étant plutôt des spécialistes. Demander ce travail-là aux collègues, c'est les mettre devant quelque chose d'impossible, quoi. Là, l'institution se défausse, quoi, de ses responsabilités. La responsabilité de l'institution, c'est de dire, voilà, nous, on vous propose un panel de formes de pratique scolaire avec des objets d'enseignement identifiés dans ces formes de pratique scolaire, et c'est vous, équipe, qui allez choisir en fonction de votre contexte, à la fois élèves, les enjeux de formation, mais aussi les contraintes concrètes d'installation, quelles sont les formes de pratique que vous allez choisir. On ne peut pas demander aux profs de faire ce que nous, on a. Je ne sais pas, moi, Moulivache, c'est une forme de pratique scolaire qui m'a pris 4-5 ans à mettre au point, à la valider en collège, en lycée, maintenant en lycée pro, et en étant un spécialiste d'escalade. Donc, c'est pas possible, c'est pas possible de demander ce travail-là aux collègues. Ouais, c'est sûr. Et le CEDREPS n'a aucun lien, a très peu de liens institutionnels pour faire ce lien recherche-terrain. Non, le CEDREPS, c'est un groupe qui appartient à la EPS, et donc à ce titre-là, la EPS est, comme les syndicats sollicités sur des consultations lors d'écriture des programmes. On voit quand même que, quelque part, les options qu'on a développées de forme scolaire, hein, parce que les textes bac, par exemple, parlent de forme scolaire. Si on compare l'écriture des textes fin des années 90, début des années 2000, on n'a pas cette notion encore cette notion que l'on peut vraiment prendre des distances par rapport aux pratiques sociales. C'est quelque chose qui s'affirme de plus en plus dans les programmes. Bon, il y a 20 ans, c'était pas écrit dans les programmes. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, ça prouve quand même que à la fois nos idées, mais nos idées, c'est pas parce qu'elles sont bonnes, c'est parce que, quelles seraient les meilleures, on s'en fout, c'est pas ça, c'est qu'aussi elles correspondent à des attentes. Les collègues voient bien que c'est plus possible de faire des pratiques, même légèrement adaptées, sportives, qu'il faut imaginer si on veut être sur des enjeux éducatifs comme ce qu'on a évoqué, le genre, pas travailler que sur le dépassement, mais aussi sur l'accomplissement. On voit bien que si on veut articuler enjeux éducatifs, diversité des élèves, parce que quand même les élèves d'aujourd'hui, nous on le voit, on a les meilleurs en STAPS, on avait les meilleurs en STAPS. Moi, si j'ai inventé cette forme de pratique scolaire, c'est parce que même en STAPS, c'était la croix à la bannière pour que les élèves, pour que les étudiants de première année arrivent en haut du mur. Donc, si déjà arriver en haut du mur, c'est une épreuve avec toutes les couleurs de prise. Faire un cycle d'escalade où le but du jeu, c'est de faire la voie la plus dure, on va voir que l'étudiant il va passer du 4B au 4C+. Bon, c'est pas terrible, quoi. L'enjeu de formation. Donc, on voit bien toutes les formes de pratiques qui sont inventées par les collègues au CEDREPS, elles procèdent
ce constat. C'est pourquoi on a mis les 12 secondes en natation, c'est parce qu'on s'aperçoit que si on veut faire de la vitesse en natation, eh ben, on arrête de faire du 25 ou du 50. Quoi. Parce que les élèves, ils n'arrivent pas à faire de la vitesse pendant toute cette longueur. Donc, on fait ça sur 12 secondes. Donc, on a encore le terme de culture sportive qui est pas mal employé, notamment là, dans la spécialité EPS, là, dans le texte, même s'il a bien évolué, mais il y a des choses qui restent. On a une question aussi qui est intéressante sur le lien entre les travaux réalisés par le groupe EPIC, là, qui est aussi un des groupes de la EPS. Ouais. Et la question, c'est n'ont-ils pas tendance à conserver, voire renforcer une norme de calcul avec une prégnance des scores et des chiffres, en fait, par rapport à ce que tu évoquais? Ma réponse est oui, sans ambiguïté. C'est-à-dire qu'on accentue le fait que c'est ce qui est chiffre. En fait, c'est le chiffre, c'est ce qu'Alain Suppiot explique. On est passé, c'est le chiffre qui commande, quoi. C'est-à-dire que le chiffre et l'écart à ce chiffre, et le but du jeu, c'est de diminuer l'écart, le chiffre, augmenter le chiffre, augmenter le score. Voilà, ça devient l'élément essentiel, quoi. Et on organise toute l'activité de l'élève autour de améliorer les chiffres ou améliorer le score, ou voilà. Mais par contre, il n'y a rien sur, ou très très peu de choses sur qu'est-ce qu'il fait, quoi. C'est vraiment ce que je mettais tout à l'heure quand je disais, voilà, on crée des êtres de rétroaction, quoi. Du coup, vous n'êtes pas forcément en lien, enfin, c'est des champs de réflexion différents, en fait, entre... Je pense que c'était ça aussi sa question, parce que vu que le CEDREP, c'était aussi de la EPS, le lien oui, non, mais ils ont fait un choix, c'est de dire effectivement que les indicateurs de compétences étaient un moteur essentiel à la fois pour faire progresser les élèves et aussi pour motiver les élèves. Et ils développent tout un système autour de ça. Si vous regardez les productions du CEDREPS, il y a très très peu de scores. Nous, quand on a mis des doubles scores, on est content, on s'arrête là, quoi. Voilà. Parce qu'on n'en met pas beaucoup plus. De la même manière, si on regarde les pratiques innovantes du CEDREPS, il y a très, très, très peu ou quasiment aucun support numérique. C'est pareil. C'est-à-dire que ce fait de s'intéresser davantage à les effets produits que à ce que l'on fait, ou ce que l'on ressent. Nous, dans un des mots-clés, à la fin, j'ai dû mettre sensibilité. C'est-à-dire que en focalisant les élèves sur les critères de réussite, sur les résultats, voilà, c'est sûr que cette dimension qui nous paraît essentielle, en 2003, dans le modèle du pratiquant cultivé, c'était déjà là, la sensibilité. Cette dimension-là, elle est complètement occultée, quoi. Donc, ce qui devient premier, c'est l'extérieur, quoi. Ouais. Une dernière question alors pour sortir de Zoom et ne surtout pas atteindre les 2 heures de sédentarité assis sur une chaise. Il y a Christophe qui nous dit que nos élèves auraient perdu 25% de leur capacité motrice en 20 ans. J'imagine qu'il doit avoir des chiffres là-dessus que je ne connais pas. Et donc, à quand un plan national pour retrouver une motricité digne de ce nom? Voilà, donc tu as 2 minutes pour nous faire un plan national. Pour remettre... Ils ont perdu de la capacité. C'est-à-dire qu'ils ont fait le test, effectivement. Je crois que c'est s'ils couraient un 600 mètres ou un 800 mètres en 3 minutes, ils le couraient en 4 minutes. Donc, ils ont perdu un tiers des capacités physiques, mais pas au sens de diversité de la motricité. C'est plutôt en termes de, si vous voulez, VO2, puissance à tenir un effort. Et quand on sait que ça, c'est un des indicateurs les plus importants de l'espérance de vie, quand même, c'est la condition physique, on a de quoi s'inquiéter. Effectivement, là, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire que le mode de vie très assis, avec tout à proximité, où on minimise les dépassements, ça
favorise cette sédentarité, c'est qu'il y a pour moi, il y a vraiment une confusion chez les profs de PS entre sédentarité et inactivité. On pense que c'est la même chose, alors que c'est pas du tout la même chose. La preuve, on parle de sédentaire actif. Si tu fais 1 heure de sport 3 fois la semaine, le reste du temps, tu es assis 8 heures par jour sur ton bureau, tu es un sédentaire actif. Voilà. Et les méfaits de la sédentarité sont très importants et ne peuvent pas être palliés par 3 fois d'activité physique, 1 demi-heure dans la semaine. Ça ne peut pas être pallié. Et nous, on a... Donc là, pour moi, ça ne relève pas de l'éducation physique, cette question. C'est une organisation du temps scolaire, de l'espace scolaire, de telle façon à ce que, effectivement, les élèves fassent des mouvements, se déplacent tout le temps. Si on laisse les élèves dans la même classe et que c'est les profs qui se déplacent, eh bien, les élèves ne bougent pas. Si les bâtiments sont serrés ou s'ils sont espacés, si les parents peuvent amener les enfants juste devant la porte d'entrée ou loin de la porte d'entrée, c'est une réflexion qui dépasse l'éducation physique. C'est une réflexion de santé publique, c'est comment on organise l'espace et le temps pour que, effectivement, les élèves ne restent pas 2 heures assis, au moins dans le temps scolaire. Et au-delà de ça, c'est les sensibiliser pour qu'ils ne passent pas 2 heures. J'ai appris, par exemple, qu'il y avait des embolies hier en écoutant une conf. C'est-à-dire des gens qui restent tellement longtemps assis en faisant des jeux vidéo qu'ils font une phlébite et la phlébite fait une embolie. Ça existe aujourd'hui, ça, dans les services de cardio. Donc, la question, c'est une question de la sédentarité. C'est pas une question d'activité physique. Et c'est pas du tout la même problématique. Et nous, on la traite. Enfin, pour moi, c'est pas le PS qui peut la traiter, toute seule. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Ça nous fera un sujet pour un prochain webinaire sur la place du corps à l'école, de manière plus générale. Un grand merci, Serge. Et puis, on mettra des références sur notre site pour aller plus loin. On fait une rubrique à chaque fois après la vidéo. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo. Voilà, il y a déjà beaucoup de merci dans le chat pour cette intervention très inspirante. Voilà, merci Serge, et puis à bientôt. Merci à vous de m'avoir donné cette parole.